Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de l'édition. Journée de deuil et de grève en général en Cisjordanie ce jeudi au lendemain d'une énième agression sioniste à Nablus. Réunion préparatoire du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation. Un rendez-vous continental important pour promouvoir l'expérience algérienne dans le domaine de l'industrialisation. Les ministres de l'énergie de l'Union européenne échouent à trouver un consensus sur le plafonnement des prix du gaz russe à l'issue de leur réunion à Bruxelles. Et puis, mondial de football au Qatar, entrée en lice du Brésil ce soir. Le pays le plus titré d'Amérique latine en quête d'un autre titre 20 ans après le dernier sacre. Voilà pour les titres et direction d'abord la Palestine occupée où les agressions sionistes ne cessent de se multiplier au lendemain de l'assassinat du jeune Amjad Shahada. Une journée de deuil et une grève générale sont décrétées en Cisjordanie. Les détails avec Iman Merad. Après l'assassinat du jeune Amjad Shahada âgé de seulement 16 ans, la Cisjordanie décrète une journée de deuil et une grève générale dans tous ses territoires occupés en contestation et en protestation contre l'entité sioniste qui multiplie les arrestations, les incursions et le recours à la violence systématique depuis quelque temps. Pas plus tard que ce matin, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la région de Nablus par les balles assassines de l'occupant sioniste, alors que les larmes versées sur Amjad Shahada inhumé hier n'ont pas encore séché. L'autorité palestinienne dénonce le recours à la violence contre des civils sans défense, contre des adolescents et des enfants extraits sauvagement de leur maison en pleine descente nocturne dans la région de Nablus et de Jenin et dénonce le silence de la communauté internationale face à la répression sauvage de l'occupant sioniste. Cette journée de deuil vient marquer la colère des Palestiniens contre ces répressions répétées d'un occupant livré à lui-même et encouragé par l'impunité et le silence complice et plus meurtrier que les balles utilisées par la horde sauvage des instances dites internationales. L'Irak et les États-Unis signent un accord sur la subvention pour les objectifs de développement selon lequel Bagdad recevra 550 millions de dollars sur 5 ans suite à la signature de cet accord. L'ambassadrice américaine en Irak, Elena Romansky, a déclaré lors d'une conférence de presse que c'est un accord qui est une étape sans précédent pour les relations bilatérales entre les deux pays, ajoutant que le partenariat renforce les objectifs communs pour un Irak stable et prospère qui sert tout son peuple. Washington appelle Ankara à cesser immédiatement ses opérations militaires en Syrie. Les États-Unis affirment que l'opération militaire Griffe épée met en péril la vie des soldats américains stationnés sur place. Les frappes militaires turques ont été lancées par Ankara en Syrie et en Irak au lendemain de l'attentat d'Istanbul, causant 6 morts. Nous vous le disons en titre, le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra prend part à Niamey à la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine préparatoire au sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, ainsi que sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. La séance d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions préliminaires, dont notamment celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et de la présidente du Conseil exécutif, Aïssata Talsal, et celle du chef de la diplomatie du pays hôte, Assoumi Massaoudou. On reste à l'actualité continentale. Au Nigeria, Peter Obi est désormais candidat à la présidentielle choisi par le Parti travailliste en vue des élections nigérianes au mois de février 2023. Pour le jeune candidat, la lutte contre la corruption et l'éducation sont une priorité.
Échéance présidentielle toujours, cette fois-ci au Sierra Leone. Des scènes de bagarre ont marqué l'hémicycle parlementaire de Freetown. Et pour cause, le débat sur un projet de loi de modification du système électoral à 6 mois des élections présidentielles sierra-léonaises. Un accord a été trouvé pour une cessation des hostilités dès vendredi soir dans l'est de la République démocratique du Congo, annonce le ministre angolais des Affaires étrangères à l'issue d'un mini-sommet à Luanda. Le président congolais Félix Tshisekedi était notamment réuni dans la capitale angolaise avec le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, en l'absence du président Paul Kagame, pour tenter de mettre fin aux récentes tensions dans l'est de la RDC et après l'échec d'un précédent accord du cessez-le-feu conclu au mois de juillet. Le mini-sommet a décidé ce qui suit, la cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir du vendredi 25 novembre 2022 à 18h. Les 27 ministres de l'énergie européens se sont réunis ce jeudi à Bruxelles afin de trouver des solutions pour limiter la flambée des prix de l'énergie. Si certains pays européens insistent sur l'urgence d'un plafonnement, d'autres comme l'Allemagne ont notamment redouté des effets sur les approvisionnements dans les mois à venir. Les détails avec Souila Kilel. Plafonner les prix du gaz pour tenter d'endiguer la flambée des prix de l'énergie engendrée par le conflit en Ukraine. Cette question cruciale divise depuis des mois les 27 pays de l'Union européenne. Elle est ce jeudi au cœur du débat entre les ministres de l'énergie européens. Le plafonnement du prix du gaz est une des options réclamées depuis des mois par plus de la moitié des États membres de l'Union européenne. Les 27 ont fini par se mettre d'accord il y a un mois lors du sommet européen, arrachant ainsi à l'Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark un compromis en vue d'un plafonnement. Un mois plus tard, la Commission européenne propose d'instaurer un plafonnement du prix du gaz à 275 € le mégawattheure, un mécanisme qui s'appliquerait à partir du 1er janvier 2023 pour une durée d'1 année. Ce mécanisme visant à éviter une flambée des prix pourrait être activé à 2 conditions. La première étant que l'écart devienne trop important entre le cours mondial du gaz naturel et le prix de référence européen appelé TTF. La deuxième condition est que le prix du mégawattheure excède les 275 €. De nombreux pays attendent donc un plafonnement qui soit un véritable filet de sécurité pour les consommateurs européens, afin d'éviter une flambée des prix comparable à celle observée l'été dernier. Ce mécanisme de plafonnement des prix du gaz est déjà largement décrié. En France, on le qualifie d'inadéquat, insuffisant ou incohérent. De son côté, l'Espagne estime que la Commission européenne se moque du monde avec des propositions qui relèvent de la plaisanterie. L'Allemagne, plus gros importateur de gaz en Europe, reste le pays le plus farouchement opposé à ce mécanisme. Plusieurs autres pays craignent également que ce mécanisme de plafonnement n'entraîne une surconsommation de gaz du fait des prix bas. Les chefs des États membres de l'Organisation du traité de sécurité collective OTSC, une alliance menée par Moscou, se réunit actuellement en Arménie. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par la suite avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian. En Écosse, des partisans de l'indépendance ont manifesté à Édimbourg après la décision de la Cour suprême britannique qui estime que l'Écosse ne peut pas organiser un nouveau référendum d'indépendance sans l'accord de Londres. À noter que ce rassemblement a connu la présence de la première ministre écossaise Nicola Sturgeon. Ce qui a été démontré sans aucun doute aujourd'hui, c'est que la seule voie vers l'égalité pour l'Écosse au sein de la famille des nations britanniques est que l'Écosse devienne un pays indépendant. Allons-y, mes amis, gagnons notre indépendance et construisons l'Écosse que nous savons possible. En Malaisie, Anwar Ibrahim a été nommé Premier ministre ce jeudi. C'est ce qu'a annoncé le Palais royal malaisien.
Le pays était dans l'impasse politique depuis les élections législatives du 19 novembre qui n'avaient donné de majorité à aucune des trois grandes coalitions en lice. On reste dans la région. Des employés manifestent leur colère en Chine contre leurs conditions de vie et de rémunération dans la plus grande usine d'iPhone au monde. Propriété du Taïwanais Foxconn est soumise à un confinement anti-Covid. Des vidéos montrent une foule d'ouvriers défilant sur le site. Ils ont fait face à des personnes en combinaison blanche et aux policiers anti-émeutes. Plus de 30 000 nouveaux cas de Covid ont été recensés ce mercredi en Chine. En cette une flambée des cas a été enregistrée même à Pékin, où près de 1500 nouveaux cas ont été détectés. Les autorités sanitaires du pays misent sur le rappel vaccinal. Coupe du monde FIFA 2022, 6e jour de la compétition, précédée par une dernière affiche hier soir entre la Belgique et le Canada. Les Diables Rouges se sont imposés par le petit score d'1-0 contre une coriace équipe canadienne. Pour rappel, le Canada participe pour la première fois au mondial après l'édition de 86. Et pour aujourd'hui, le Cameroun affronte en ce moment la Suisse pour le compte de la première journée du groupe G. Dans la même poule, la Serbie sera confrontée au Brésil. Les coéquipiers de Neymar aspirent à un autre trophée mondial après le dernier sacre de 2002. Et entre les deux affiches, il y aura le match Uruguay contre la Corée du Sud et le Portugal contre le Ghana. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellent après-midi à tous.